Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. Inattendu, soudain, l'état d'alarme, le confinement et la crise sanitaire nous ont tous pris de court. Fermés du jour au lendemain, organisés d'urgence en télétravail ou contraints de passer au chômage partiel, les entrepreneurs d'Espagne et d'ailleurs ont dû prendre des décisions rapides, dures, cruciales. Alors que le déconfinement semble se dessiner à court terme, comment se préparer à un panorama en pleine mutation? Comment prendre les bonnes décisions maintenant et après? J'en parle aujourd'hui avec deux chefs d'entreprise, Olivier Mouradian et Florent Poulet. Ils sont également coachs au sein de Boost My Firm, un collectif de 3 chefs d'entreprise présents à Barcelone et en France, apportant chacun leur expertise pour accompagner et conseiller les petites et moyennes structures en France, en Espagne et à l'international. Olivier Mouradian est expert en import-export, réduction des coûts et rentabilité, gestion et financement et sauvetage d'entreprise. Il dirige également l'entreprise Business Export. Florent Poulet est ingénieur, coach professionnel, expert en organisation, gestion de projet et pilotage de la valeur ajoutée, et il est à la tête de la société AP2V Conseil. Florent Poulet, Olivier Mouradian, bonjour. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation pour ce hors-série de Tous les chemins mènent à Barcelone, le podcast des entrepreneurs de Barcelone. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, quels sont les axes principaux sur lesquels devraient actuellement travailler les entrepreneurs ? Alors, en fait, moi j'aime bien voir les crises du côté positif, parce qu'en fait c'est des catalyseurs. Une crise c'est un catalyseur, au sens où ça accélère les phénomènes et on voit plus vite les tendances. En fait, si je fais un parallèle, c'est un petit peu comme un couple aujourd'hui qui est soumis au confinement. Souvent, il y aura 2 issues possibles. Soit le couple, il va s'en sortir plus fort avec tout le temps passé ensemble, qui ça a permis de mieux se connaître, de renforcer les liens, etc. Ou bien, c'est plutôt une séparation qui va plutôt arriver, quoi. Et la différence entre les 2 points, c'est souvent la force et la qualité de la relation au départ. Voilà. Donc, si je reviens sur l'entreprise, pour moi, l'entreprise, elle doit être agile, ancrée dans la réalité du moment, avec une culture libérée qui est souvent tournée vers l'adaptation, le sens et le pragmatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on est en temps de crise, et ça on le voit aussi c'est une demande de nos clients, c'est qu'à un moment donné, ça pousse à se poser la question de l'utile et du nécessaire. Et finalement, par biais indirect, on va se défaire de tout ce qui est superflu en fait. D'accord. Et là, on vient toucher la valeur ajoutée. On vient toucher vraiment à un moment donné quelle est la valeur ajoutée, parce qu'on va acheter que ce qui pour nous semble utile et vraiment nécessaire. Voilà. Donc je pense que c'est une super opportunité justement pour les entreprises de redéfinir leur vraie raison d'être et leur valeur ajoutée. La première étape forcément c'est de se redéfinir. On revient sur le temps. Aujourd'hui les entreprises ont du temps mine de rien. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. La peur fait qu'à un moment donné on oublie qu'on a du temps. Parce que forcément il faut payer les factures. Mais à un moment donné c'est ça aussi, de dégager peut-être un petit peu de temps pour justement se redéfinir et finalement se poser la question qu'est-ce que veulent nos clients in fine. Parce que les clients vont changer aussi avec cette crise. C'est des catalyseurs, donc les clients vont changer après la crise. Donc finalement, est-ce que le service qu'on donnait avant la crise, ce sera le même qu'après ? Et là, je vais parler un peu peut-être pour toutes les startups de Barcelone, c'est ce qu'on appelle le pivot. Regardez le nombre de startups qui ont finalement réussi avec le pivot. On va pas toutes les lister, mais prenez par exemple des YouTube, etc. Finalement, aujourd'hui, elles vendent un service aux clients qui n'a rien à voir avec sur quoi leur business plan était monté. Donc c'est ça, à un moment donné, de prendre un petit peu de recul et se dire, voilà, à un moment donné, on fait une petite pause là, et finalement, qui on est, qu'est-ce qu'on veut vendre, et qu'est-ce que nos clients sont prêts à acheter. Justement, c'est le moment ou jamais, c'est de commencer à repenser leur cycle économique. Ça veut dire repenser leur contrat, repenser leur sourcing fournisseur, et donc de se poser aussi la question de qu'est-ce que m'apporte comme valeur ajoutée ce fournisseur ? Est-ce que c'est simplement d'être moins cher ou est-ce qu'il m'apporte de l'innovation ? Est-ce qu'il m'apporte de la créativité, etc. Donc repenser un peu les contrats, comment se protéger, etc. un peu mieux. Comment repenser aussi la localisation de ces fournisseurs, et ça vous savez qu'on voit des tendances aujourd'hui comme avec Trump pour du protectionnisme. Ça commence à venir un petit peu en Europe, la question, mais je pense que ça ne viendra pas en Europe comme ça vient aux États-Unis, mais malgré tout ça va se poser un jour ou l'autre. Le deuxième point, c'est se protéger à la vente. Donc, il faut des contrats beaucoup plus en béton. Les entreprises partent souvent à l'aventure
quand il s'agit de vendre. Elles ont juste des conditions générales de vente. Éventuellement, elles ont un contrat, mais c'est toujours mal ficelé. Il faut garantir absolument les paiements en ces périodes de crise. On ne sait pas aujourd'hui si les clients seront fiables, s'ils vont pouvoir survivre à cette crise ou pas et s'ils vont vous payer. Il faut aussi se faire payer. J'ai beaucoup de gens qui me disent ah oui mais vous savez mon client il est un peu en difficulté alors je ne pose pas, je lui demande pas l'argent pour l'instant. Mais si, parce que si tu lui demandes pas aujourd'hui, c'est toi qui es en difficulté. Et quand tu vas lui demander dans un mois ou un mois et demi, lui sera encore plus en difficulté parce qu'il y a moins d'argent qui rentre et il y a plus d'argent qui sort. Et tu vas le déranger encore plus à lui réclamer tes sous. Donc, il faut repenser tout ça. Il faut repenser sa logistique aussi. Il faut recalculer aussi tous les coûts, les douanes, la taxe, toutes ces choses qu'on a le temps de faire aujourd'hui. Revoir son portefeuille client aussi, quels sont les clients intéressants, quels sont les clients historiques, etc. Quelle localité je touche à travers mes clients, quel segment de clientèle je touche. Tout ça, c'est vraiment important. Et puis, faut vraiment régler tous les vieux litiges, tous les retards de paiement, parce que là, il faut vraiment faire rentrer l'argent. Et plus vous attendrez, plus ça sera difficile de le faire rentrer et plus vous allez embêter vos clients parce que plus vous allez attendre, plus vos clients seront en difficulté, voire s'ils déposent, alors là, vous récupérerez rien du tout. Voilà, c'est un petit peu ce qui me semble être le plus important et ce que je conseille de travailler au niveau des entreprises. D'accord, donc se faire payer, donc réduire les coûts, également faire des économies. Votre philosophie est autour du management bienveillant également. Alors comment est-ce qu'on compose avec tout ça? Oui, c'est vrai que c'est un petit peu ce que je touchais du doigt quand je parlais du management par la valeur ajoutée, parce que finalement c'est une des mises en application possibles de ce qu'on appelle aujourd'hui le management bienveillant. Hein. Alors, en fait, si on prend un petit peu de recul, hein, parce que c'est aussi ça l'occasion de ce podcast et puis discuter un petit peu ensemble, en fait je pense que c'est devenu incontournable. En fait, si on reprend l'historique un petit peu des évolutions du monde du travail, en fait chaque époque connaît ses paradigmes de référence, globalement. Je vous invite à lire la stratégie, la spirale dynamique de Grève, qui est très bien descriptive à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si ça intéresse certains de vos auditeurs, allez chercher sur Internet, c'est très bon contenu là-dessus, la spirale dynamique de Grève. Et on voit aujourd'hui que finalement, la valeur de l'humain, justement, elle devient incontournable, un petit peu comme à l'époque, l'écologie était vue comme quelque chose de très ponctuel, un petit peu idéaliste, voire connoté hippie, à l'émergence dans les années 60. Et aujourd'hui, on n'imagine pas une entreprise qui ne prend pas en compte un minimum la valeur verte. Voilà. Donc finalement, je vois un petit peu le parallèle, un petit peu qui arrive avec l'humain, où à un moment donné, on se rend compte qu'on peut pas faire autrement. Et en fait, ça, pour moi, il y a deux façons de voir. La première, c'est que finalement, on n'est pas uniquement sur une vision altruiste ni juste humaniste, elle est surtout financière. Et la meilleure preuve que je peux vous donner en justification de ma façon de penser, c'est que le management dit bienveillant, il vient des États-Unis, les USA. Et en général, ils sont plus connus pour leur pragmatisme financier que leur valeur humaniste et sociale. Et c'est les premiers qui ont commencé à dire, oh là là, attention, on va commencer à prendre en compte notre capital humain parce qu'on se rend compte que si on le fait pas, on perd de l'argent. Voilà. Et ça, à un moment donné, je pense que on peut faire le deuil de dire que aujourd'hui, si vous faites de l'humain, si vous le faites avec le sens, si vous faites de l'humain, vous faites de l'argent. À un moment donné, c'est ça aussi. On va sortir un petit peu du discours un petit peu bisounours. Oui, c'est bien d'être bienveillant. Oui, c'est bien de mettre de l'humain, histoire de greenwashing un peu sur la valeur humaine. Je pousse un peu les limites, mais vous voyez où je veux en venir. C'est qu'à un moment donné, il y a une réalité économique. Je veux dire, aujourd'hui, si vous ne faites pas attention à votre capital humain, votre entreprise, elle n'est pas viable à moyen terme. Clairement. C'est un investissement aussi. C'est un investissement, exactement. Et souvent, justement, sur cet investissement, c'est qu'en fait, finalement, les entreprises, comment elles font leur investissement? Comment elles basent leurs décisions? C'est souvent sur la base d'études avec des KPI, les indicateurs de performance, comme on dit en français, qui sont destinés justement à voir un petit peu quels sont les meilleurs taux de retour, etc. Mais souvent, en entreprise, on n'a pas de KPI, on n'a pas d'indicateur de performance justement sur les coûts cachés du management dit non bienveillant.
Typiquement, recruter des nouveaux collaborateurs. Combien d'entreprises dans son tableau de bord de gestion suit, avec un indicateur de performance à l'année, le temps passé pour justement trouver des nouveaux collaborateurs, finalement. Ou alors, ce qu'on appelle en français la greffe du zèle, où un collaborateur finalement il va travailler qu'à moitié ou à X pourcentage, mais pas 100% de performance à l'année, parce qu'il n'est pas motivé, parce qu'il a un greffe contre son manager, parce qu'il a un greffe contre la société. Et finalement, on a l'impression qu'il travaille, mais sa productivité est largement perfectible. Et ça, on n'a pas d'indicateur là-dessus. Donc comment vous voulez à un moment donné faire en sorte de mettre un critère de décision qui pourrait justement dire à un moment donné là, il faut qu'on investisse, parce que oui, il y a vraiment des niches, des coûts qu'on peut aller chercher. C'est ce que disait tout à l'heure, Olivier disait tout à l'heure, à un moment donné, il faut aller chercher ces coûts là. Et ben là, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'avec l'autre entreprise que j'ai créée, AP2V Conseil, j'ai créé une moulinette. Ce qu'on appelle chez nous une petite moulinette. Un Excel très simple, un simulateur qui vient justement vous donner une petite indication justement de quels sont le gisement économique que vous pouvez aller chercher justement avec les taux de turnover, les taux d'absentéisme, les non-qualités, l'inefficacité, voilà. Et ça vous donne en fonction globalement de votre taille, de votre business, vous pouvez voir combien vous pouvez estimer le gisement économique pour justement faire vos calculs d'investissement et de retour sur investissement. Alors comment on applique ça en cette période de crise où il y a une incertitude, où il y a une recherche de réduction des coûts? J'irais peut-être chercher en fait le leadership et la légitimité sur le leadership, parce qu'aujourd'hui une entreprise finalement elle vit par l'impulsion que donne la gouvernance de l'entreprise, le leadership de l'entreprise, la direction. Et si on change pas les paradigmes qu'ont ces gens qui sont à la tête de ces entreprises, on pourra faire ce qu'on veut, mais on n'ira pas chercher les vraies réponses. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné, je pense que, alors là c'est un thème délicat parce qu'on vient toucher en fait à l'ego un petit peu des directions, parce que finalement un directeur, un chef d'entreprise, il est aussi confronté à ses propres vulnérabilités, à ses propres défaillances parfois, voire incapacité en tant que dirigeant à assumer ses fonctions. Et des fois c'est compliqué d'admettre ça. Et je pense qu'à un moment donné, c'est aussi des fois prendre un petit peu de recul avec un petit peu d'humilité et un peu de lâcher prise. Ça, c'est ce qu'on fait un travail de coaching, de dirigeant, pour accompagner justement en toute bienveillance également aussi. On parle de ça aussi, le management de bienveillance. C'est pas uniquement que pour les salariés, c'est aussi pour les directions, c'est aussi pour les décideurs. Parce que ces gens-là aussi ont besoin d'être accompagnés et d'aider. Parce que c'est pas facile d'admettre qu'on n'est pas parfait. Et d'autant plus quand on a un poste à responsabilité. Ouais. Voilà, ça c'est une des pistes. Voilà. Ouais, l'humilité, c'est une qualité qu'on retrouve souvent dans nos podcasts sur les entrepreneurs, justement. Olivier, vous vouliez ajouter Oui, je dirais qu'il faut repenser effectivement ces coûts quand on parle de réduction de coûts et de management bienveillant, mais pas uniquement à partir de listings comptables et financiers. Une entreprise, c'est autre chose que simplement de la comptabilité et de la finance. Et surtout, il faut aussi toujours avoir en tête qu'il y a parfois des économies qui coûtent très très cher. Et donc, il faut une vision à 360 degrés et se dire, voilà, quel est mon cycle économique? Combien de temps ça dure entre le moment où je produis un produit ou un service et le moment où je me fais payer, etc. Quelle est la valeur ajoutée de mon personnel, et voire de chaque personne, de mes fournisseurs, de mes clients? Ma banque est-elle bien adaptée à mon activité? Par exemple, est-ce que ça vaut la peine de changer de banque pour avoir des coûts moins chers? Mais finalement, si moi je suis dans une banque, si je suis en train de faire beaucoup d'international, il me faut une banque à l'international. Il me faut pas la banque la moins chère. Il me faut la banque qui va m'apporter les services dont j'ai besoin. Et vous remarquerez que pour l'instant, on parle toujours pas d'argent. Ce qu'on parle, c'est vraiment de la valeur ajoutée. Et donc, il faut pas faire vous savez, ces espèces de copier-coller que font beaucoup de gens qui appliquent des méthodes obsolètes, c'est-à-dire, voilà, je réduis le personnel pour réduire les coûts, je vends tous les actifs, tous les biens de la société, donc ça me crée du profit artificiel pendant quelques années. Sauf qu'au bout de quelques années, l'entreprise est devenue une coquille vide. Donc ça marche pas. Ces modèles-là, c'est les modèles de certaines multinationales, de prédateurs et autres, mais ça ne marche pas pour les PME. Donc,
il faut vraiment chercher où est la valeur ajoutée. Par exemple, j'ai un fournisseur. Est-ce que ce fournisseur, il se contente d'exécuter mes ordres ou est-ce qu'il est créatif? Ou est-ce qu'il me donne des conseils si c'est du service? Quel est son degré de réactivité? Si je lui demande de me sortir un nouveau modèle ou si je lui demande de changer complètement son type de production, etc., est-ce qu'il est réactif? Est-ce qu'il est créatif? Est-ce que sa production est-elle adaptée à mes besoins? Si j'ai un fournisseur qui est trop petit, ce qui arrive souvent parce que c'est un fournisseur historique, il ne pourra pas me suivre dans mon évolution. A contrario, si j'ai un fournisseur qui est beaucoup trop gros, je ne suis qu'un tout petit client qui va passer en dernier, qui n'aura pas la capacité de négocier quoi que ce soit parce que je serai face à un mastodonte face à moi. Et donc, je n'aurai pas cette possibilité de justement trouver des coûts, des réductions de coûts. Et cette réduction de coûts, elle doit pas uniquement être financière. Encore une fois, il faut chercher où est ma valeur ajoutée et ma réduction de coûts. Et comme l'a bien dit Florent, il y a aussi tous les coûts cachés. Et bien souvent, les gens se contentent de voir un coût et se disent « Ah bah tiens, là, ce fournisseur est moins cher », mais ils oublient tous les coûts qui sont cachés, tous ceux qu'on ne voit pas, les coûts, moi ce que j'appelle les coûts cachés non ressentis, parce qu'on s'en rend pas compte. Et donc, avant de faire un changement, il faut bien étudier quel est le coût réel unitaire d'approvisionnement, ce qu'on appelle pour un fournisseur, en prenant tous les coûts qui viennent. Et là, on a des surprises, mais pas uniquement que les coûts, aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire les retards, la réactivité, la créativité, etc., les conseils que peuvent amener les fournisseurs. Dans cette crise sanitaire qui n'est pas encore finie, qui est loin de l'être, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être confrontées à de nouvelles normes, notamment distanciation sociale, nouvelles normes sanitaires. Tout ça va avoir des enjeux sur leurs fournisseurs, leurs partenaires, etc. On se dirige vers une réorganisation, une restructuration de certaines entreprises, certains modes de fonctionnement. Vous m'aviez dit, en préparant ce podcast, qu'il y avait une différence justement entre restructuration et réorganisation. Qu'est-ce que ça englobe? Comment l'aborder aujourd'hui? Comment prendre les bonnes décisions dans ce domaine? En fait, c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Olivier, hein, quand tu touchais le phénomène justement de la coquille vide. Hein, finalement, c'est un peu ça, c'est un peu la caricature de la restructuration où on se pose pas trop de questions et puis on va chercher le cash à court terme. Nous, en fait, avec Boost My Firm, là, ce qu'on essaie vraiment de faire, et c'est tous les sens, hein, parce qu'on nous aussi, on a réfléchi sur notre vision, notre raison d'être. Hein. Notre vision, notre raison d'être, c'est vraiment justement de proposer une autre façon de faire du conseil. Et c'est pour ça qu'on oppose à la restructuration la réorganisation. Et pour nous, en fait, on essaie vraiment, c'est pour ça qu'on accompagne les PME, les TPE, voire les ETI, hein, pour vraiment essayer de rechanger l'organisation sur deux socles, la valeur ajoutée et le capital humain. Voilà. Et d'aller chercher les coûts vraiment inutiles, éliminer les pertes, essayer de repositionner la vision à long terme. Pour nous, c'est ça qu'on vient mettre en dissonance par rapport à la restructuration. Hein, c'est le court terme vis-à-vis du long terme et le pragmatique avec la valeur ajoutée comparé à la recherche du cash. De façon très carrée peut-être et très sèche, mais c'est notre façon de voir pourquoi on parle de réorganisation et pas de restructuration. D'accord. Voilà. Et finalement, si on regarde en fait les entreprises en difficulté, elles peuvent très souvent être mises sur les rails avec pragmatisme et ouverture d'esprit justement. Sur comment faire autrement. Souvent c'est ça un peu la question, parce que quand un dirigeant vient nous voir, il dit j'ai déjà tout essayé. Vous savez, c'est un petit peu ce que disait l'un président de la République il y a quelques années, le chômage, on a tout essayé. Ben non, il y a plein de choses encore qu'on n'a pas vu, il faut y aller justement. Et c'est ça notre plus-value justement nous, c'est d'aller sortir un petit peu des sentiers battus, essayer de mettre un petit peu en perspective d'autres réalités pour faire sortir justement de ce cadre, remettre un petit peu de confiance, combattre un peu les peurs et de dire on va y aller quoi. Pour que le licenciement finalement, il soit relayé comme la dernière solution en fait. C'est vraiment le dernier rempart. On peut pas faire autrement. Parce que bien sûr, des fois, il faut licencier. Mais avant de licencier, on va faire en sorte de bien vérifier qu'on n'est pas passé à côté d'une meilleure solution avant. Oui, la restructuration, c'est un mot qui a été trop souvent galvaudé. Qu'est-ce que c'est que la restructuration? C'est un changement de structure.
En fait, c'est une mutation de l'entreprise qui va entraîner par conséquence une réorganisation de l'entreprise. Donc, d'abord, on change la structure, il y a une mutation dans l'entreprise, croissance ou au contraire réduction, et à partir de ce changement de structure, eh bien, effectivement, ça implique des réorganisations. Donc, par exemple, si vous êtes un artisan et que vous passez en SARL, c'est pas uniquement une restructuration de la fonction capitalistique. Vous allez mettre du capital, vous avez des changements dans vos responsabilités, etc. Et en même temps, vous allez vous apercevoir que l'entreprise qui croît, eh bien, il va falloir que le PDG apprenne à déléguer. Il va falloir réfléchir aux outils comptables. Est-ce que je dois externaliser certains services comme la logistique, la comptabilité, etc. parce que ça devient trop complexe, ou au contraire, est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'achète des logiciels beaucoup plus performants, etc. Est-ce que mes banquiers historiques pourront m'accompagner à l'international? Comment je vais communiquer dans une entreprise qui passe de 30 personnes à 60 personnes? On ne communique pas du tout de la même manière. Comment faire en sorte que les gens communiquent entre eux, etc., etc. Donc, vous savez, les restructurations, c'est pas uniquement du licenciement et autres. Une vraie restructuration, c'est l'entreprise doit se réadapter à un nouvel environnement. Soit elle a une crise, soit elle doit s'attaquer à de nouveaux marchés ou de nouveaux secteurs d'activité. Et donc, elle doit changer sa structure. Et en changeant sa structure, elle doit changer son organisation. Je vais vous prendre un exemple. Il y a très longtemps maintenant, il y avait une entreprise de voiles qui fabriquait des voiles et qui était en grande difficulté. Et donc, la question, ça a été de se dire, écoutez, qu'est-ce qu'on maîtrise dans cette entreprise? On maîtrise tout ce qui est mât, tube, tout ce qui est câble, tout ce qui est voile et tout ce qui est vent. Et à partir de ça, cette entreprise, elle a réfléchi et elle s'est dit, eh bien, ça correspond aussi, par exemple, à des cerfs-volants. Eh bien, cette entreprise, elle est allée sur le marché du cerf-volant pour devenir numéro 1 mondial et elle s'est adaptée. Et derrière, il y a eu la réorganisation des services. Sans licenciement, au contraire, elle a même réembauché derrière, mais changer sa structure, parce que c'était évidemment complètement différent. Elle est passée à l'international pour devenir leader mondial et elle a réorganisé toutes ses lignes de production, son organisation interne, etc. Voilà, c'est ça un peu la différence. Très bien, merci beaucoup pour tous ces conseils. Est-ce que vous auriez des derniers conseils à offrir, à donner aux entrepreneurs francophones qui nous écoutent actuellement à Barcelone et en Espagne? Quels conseils maintenant, dans ce moment en particulier? Oui, moi je dirais que souvent la première réaction quand on est dans une période de grande crise comme ça, c'est d'arrêter tout. Souvent les cerveaux se bloquent d'abord, ça commence par là, et puis on bloque tout dans l'entreprise parce qu'on ne sait plus trop ce qui va se passer et on a peur du lendemain. Et donc beaucoup d'entreprises ou beaucoup d'entrepreneurs se mettent en hibernation. Sauf que pendant que vous êtes à l'arrêt, eh bien, pendant ce temps-là, le monde continue. Le monde continue d'avancer. Et donc, si vous n'avancez plus, si vous êtes à l'arrêt et que le monde continue d'avancer, vous régressez. Et je dirais que c'est en ce moment que, à la fois vos prospects, vos clients, mais aussi vos fournisseurs, ils sont le plus disponibles en ce moment. Donc, ils sont le plus à l'écoute. Et peut-être aussi plus ouverts pour de nouveaux projets ou pour de nouvelles idées, voire pour renégocier les prix ou les conditions. Je parle notamment des fournisseurs. Donc, aujourd'hui, il y a tout ce travail de préparation de terrain, de préparation de contrat, de négociation pour être prêt le jour J. Et donc, le jour J, vous pourrez redémarrer plus ou moins à plein.
Par contre, celui qui s'est mis en hibernation et qui attend pour redémarrer, le jour J, il sera pas prêt. Il va lui falloir 1 mois ou 2 pour redémarrer. Et là, il verra tous les autres qui lui sont passés devant. Et comme il n'y aura pas de la place pour tout le monde, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne redémarreront pas, voire qui, au bout de 2 ou 3 mois, vont pardonnez-moi l'expression, mais vont se casser la figure, eh bien, il y aura moins de place pour tout le monde. Donc, s'il y a moins de place pour tout le monde, ceux qui partent avec 1 ou 2 mois de retard, eh bien, ceux-là, ils perdront la course et ils risquent vraiment de disparaître. En fait, je pense qu'à un moment donné, vos clients, là, on parle vraiment aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises à Barcelone, vos clients, ils vont devenir plus exigeants sur la qualité, sur l'utilité de vos services. Donc, à un moment donné, profitez vraiment de ce temps libre pour engager vos mutations et être prêt pour la reprise, avec les nouvelles cartes en main. Peut-être, de façon triviale, passer de la réactivité à la proactivité. C'est peut-être cette notion-là. Et puis, le dernier mot, peut-être, là, c'est le coach qui parle. À un moment donné, gardez la tête froide. Laissez pas la peur dicter vos choix. Profitez de ce temps libre pour travailler sur vos relations à vous, aux autres et qui vous êtes. On parlait de la raison d'être, la valeur ajoutée de l'entreprise. Mais parlez également de vous. C'est quoi votre raison d'être? Et c'est quoi votre valeur ajoutée comme entrepreneur, comme dirigeant? Il y a des outils qui existent. On utilise notamment l'ikigai, qui veut dire justement raison d'être en japonais, qui est vraiment l'outil que je conseille à mes clients en ce moment en relation, en coaching de dirigeants. Travaillez là-dessus. Parce que ça peut vraiment vous faire ouvrir les yeux, comme disait Olivier tout à l'heure. Voilà. Pensez pas que l'entreprise, c'est quelque chose d'exogène. C'est forcément une part de vous, avec plus ou moins d'affect, mais il y a beaucoup de vous là-dedans. Donc prenez ce temps également pour vous. Voilà. Vous oubliez pas. Voilà, vous oubliez pas. Le mot de la fin. Florent Poulet, Olivier Mouradian de Boost My Firm, merci d'avoir répondu à nos questions sur Equinox. Merci à toi. Merci. Au revoir Aurélie. Merci, à bientôt. Tous les chemins mènent à Barcelone. Parcours, carrière, réussite, échec. Un podcast d'Aurélie Chameroy sur Equinox Radio. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et à nous laisser des commentaires ou des étoiles sur votre application de podcast. Tous les chemins mènent à Barcelone s'écoutent sur Equinox, mais aussi Spotify, Apple Podcast, Deezer, TuneIn et toutes les plateformes de podcast. Equinox.